Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous d'être présent au forum ce soir. C'est toujours pour moi une grande joie d'intervenir devant vous et même de venir écouter les diverses conférences qui sont proposées ici. Ce n'est pas la première intervention du collectif dont je suis le secrétaire général, qui est donc le collectif Mer et Francophonie, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux problématiques maritimes et fait le lien entre ces problématiques maritimes et la francophonie. Nous avions déjà fait une conférence, même si nous y étions 3 intervenants la dernière fois, sur rayonner sans l'Union européenne, les défis d'une France souveraine, qui s'intéressait davantage à la diplomatie, au co-développement et à la francophonie en tant qu'outil diplomatique. Et ce soir, l'équipe du collectif Mer et Francophonie a souhaité vous proposer une conférence qui sera davantage basée sur les aspects maritimes de son travail, puisque la conférence que je vais vous proposer ce soir est un peu une avant-première à un article que je suis en train de rédiger sur cette problématique de la maritimisation. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'intituler cette conférence « La maritimisation du monde, une opportunité à saisir pour la France ». Je n'ai pas mis de point d'interrogation, vous l'aurez noté, parce que je suis convaincu que ce n'est pas une question, c'est un fait. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet. D'abord, il n'aura pas échappé à chacun d'entre vous que les 3/4 de la surface du globe sont recouverts par des mers et des océans. Et que ça a une conséquence assez simple. La mondialisation des échanges passe maintenant essentiellement par la mer. Et donc, il y a un fait maritime qui prend de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne. C'est ça qu'on appelle la maritimisation. Toutes les grandes puissances, aujourd'hui, ont une stratégie maritime parce qu'elles constatent, ou parfois même elles orientent, le fait que la mer, les océans et les enjeux qui y sont liés deviennent de plus en plus importants à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, c'est pas seulement les enjeux commerciaux, c'est aussi des enjeux militaires, économiques, et même dans une certaine mesure des enjeux sociaux. Et donc, face à ça, il est intéressant à tout militant du mouvement national qui essaye d'avoir une vision pour la France. Nous voulons que Marine Le Pen arrive au pouvoir, mais nous voulons qu'elle arrive au pouvoir pour donner une direction à notre pays. Et forcément, elle va devoir inclure dans la direction qu'elle veut donner à ce pays qui est la France, elle va devoir prendre en compte cette maritimisation. Et il va être intéressant de nous demander quels sont les atouts, quelle peut être la place que la France va occuper dans ce phénomène. De même qu'il est intéressant de se demander quelle place la France occupe dans la mondialisation, quelle place elle pourrait occuper, eh bien c'est exactement la même chose. Pour ça, j'ai choisi de vous en parler de 3 façons différentes. D'abord en vous décrivant les enjeux de la maritimisation, parce que je pense que la rapide introduction que je viens de faire ne permet pas d'entrer plus avant dans le sujet. Que cette maritimisation, nous pouvons, et nous devons même, c'est plus qu'un pouvoir, c'est un devoir, nous devons la penser à l'aune de nos atouts. Et que ces atouts, nous les mettrons en valeur qu'en récupérant notre souveraineté. Alors, les enjeux de la maritimisation, ils sont finalement assez simples et quelques chiffres permettent de les dessiner. 80% du commerce international se fait désormais par la mer. C'est considérable. C'est considérable. Le tonnage qui circule chaque année dans le monde augmente sans cesse. Parce que nous avons des besoins de plus en plus importants qui demandent des ressources spécifiques que l'on ne trouve qu'en des endroits précis de la planète. Je vais vous prendre un exemple très simple. Les terres rares, qui sont des métaux et des matériaux stratégiques qui permettent de faire des composants de haute technologie, qui se trouvent dans vos iPhones, vos iPads, que sais-je encore. La Chine contrôle actuellement 90% de la production de ces terres rares. Il faut donc bien que ça circule, tout ça. Ça doit circuler, ça doit atteindre les usines qui les conçoivent.
ça doit atteindre aussi les points de vente. Et forcément, quand vous regardez, vous avez un planisphère devant vous, je reviendrai sur ce qu'il signifie, mais vous voyez bien que pour aller de la Chine jusqu'aux États-Unis, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie maritime, ou peut-être la voie aérienne aussi. En tout cas, on ne peut pas s'y rendre par voie terrestre. Et d'ailleurs, il y a une prise de conscience au niveau mondial de ce fait qu'est la maritimisation. Et c'est pour ça que, je vous le disais tout à l'heure, toutes les grandes puissances ont une stratégie maritime. La Chine, parce que c'est l'exemple le plus incroyable, est actuellement très active sur le plan maritime. Il y a d'énormes conflits territoriaux qui sont larvés, mais qui ont repris récemment une prégnance tout à fait intéressante. Dans les conflits qu'il y a avec les îles, avec le Japon, il est vrai que nous, d'ici, nous nous demandons, mais qu'est-ce que c'est que ces lopins de terre? Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour des lopins de terre? Mais parce que ces lopins de terre, comme on pourrait le dire de façon un peu méprisante, ça représente des milliards. Et je vais ouvrir une petite parenthèse de droit maritime. En 1982 a été signé un traité lors de la conférence de Montego Bay qui définit ce qu'est une zone économique exclusive. La zone économique exclusive d'un pays, c'est au niveau maritime l'endroit où il est souverain, c'est-à-dire où il peut exploiter les ressources comme il l'entend, ou ne pas les exploiter aussi d'ailleurs, c'est très important. Quand un État choisit de ne pas exploiter une ressource pour préserver un écosystème, c'est une prérogative souveraine. C'est une eau qui, quelque part, appartient à l'État en question. Et donc, forcément, quand vous avez une île, ça vous donne des droits. 250 000 marins à partir des côtes. C'est énorme. Et vous voyez sous les yeux que la France possède une frontière ultramarine qui est mondiale. Et vous comprenez tout de suite quel est l'enjeu de la maritimisation. Vous voyez tout de suite quelle est l'importance de tout ça. C'est que, contrairement à ce qu'on vous dit tout le temps, la France n'est pas petite, la France n'est pas étriquée, la France n'est pas une puissance moyenne. C'est un mensonge. La France est une grande puissance, et je vais même aller plus loin, la France est une grande puissance mondiale. Elle est présente partout. Quand on vous dit, oui, la frontière de la France, la principale frontière de la France, elle est avec l'Allemagne, etc. Non, c'est faux. Notre frontière terrestre, la plus importante, elle est ultramarine. Elle est ultramarine. C'est le Brésil. C'est le Brésil, absolument. Donc ne croyez pas que la France soit petite. Et c'est justement parce que la France est grande qu'elle a un grand rôle à jouer. Et l'un des enjeux de la maritimisation, c'est aussi de comprendre les risques qu'elle entraîne. La France est une grande puissance, et comme toutes les grandes puissances, elle doit faire face, dans ce phénomène qui est la maritimisation, à une certaine vulnérabilité de ses économies et de ses systèmes sociaux. Comme toutes les grandes économies du monde. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Quand il y a eu le séisme suivi du tsunami au Japon, à Fukushima, eh bien les usines françaises qui s'approvisionnaient en composants qui n'étaient fabriqués qu'au Japon n'ont pas pu être approvisionnées pendant plusieurs mois, ce qui a bloqué le fonctionnement d'un pan entier de l'économie française. Pourquoi? Tout simplement parce que de la même façon que pour aller de la Chine jusqu'aux États-Unis, il faut soit passer par voie aérienne, soit par voie maritime, il suffit de regarder la carte pour comprendre que pour que le Japon nous exporte quelque chose, ça doit nécessairement passer par bateau. Et donc quand il y a des perturbations sur les grandes voies commerciales maritimes, eh bien nous sommes vulnérables, nous sommes frappés. Prenez aussi l'exemple de la piraterie, qui est un phénomène endémique dans l'océan Indien, où de plus en plus, les navires qui transportent le pétrole sont protégés parce que, et on l'oublie souvent, les 2/3 des cargaisons de pétrole passent par le détroit de Malacca, donc passent par voie maritime. Donc vous voyez un peu quelle peut être la vulnérabilité des grandes économies du monde si on ne gère pas bien la maritimisation. On est vulnérable aux aléas climatiques, on est vulnérable à la piraterie, on est aussi vulnérable tout simplement
au fait de perdre le contrôle de ces voies, de ne plus y commercer, ce qui représente des milliards de dollars en moins pour nos économies. Et il y a un drame actuellement dans notre pays. Nous avons un espace maritime extraordinaire, 12 millions de kilomètres carrés, le deuxième espace maritime du monde, on ne le répète jamais assez. Cette fameuse frontière ultramarine dont je disais qu'elle est mondiale, on ne le répète jamais assez. Le deuxième domaine maritime du monde derrière les États-Unis. Grâce à toutes les îles que nous possédons et que vous avez sous les yeux et qui nous apportent des zones économiques exclusives. La moindre petite île que la plupart des Français considèrent perdue dans le Pacifique peut nous ramener des milliards. Je vais attirer votre attention sur un point particulier de cette carte, qui est Clipperton. Clipperton, c'est une île assez modeste qui est impropre à l'habitation et qui fait, je crois, si ma mémoire est bonne, à peu près 7 km de diamètre. Elle nous amène une zone économique exclusive, que vous voyez, hein, qui fait un cercle comme ça. On a simplement pris un cercle de 250 000 hein, comme ça, à partir des côtes. On ne se rend pas compte, mais ce petit point bleu que vous voyez sur la carte est probablement l'un des joyaux de la France. On y trouve du poisson, en quantité assez phénoménale. Tellement phénoménale d'ailleurs que les Mexicains vont régulièrement y faire des opérations de pêche illégale que notre marine intercepte régulièrement. On y trouve aussi différents minéraux comme l'argent, mais aussi les nodules polymétalliques, ce qui est absolument fondamental pour la France. Il y a dans la mer des gisements de métaux qui sont stratégiques pour l'industrie en quantité astronomique, alors que les filons terrestres, par exemple l'argent, la plupart des analystes prédisent des pénuries d'argent d'ici 30 ans. Et on a l'impression que l'argent, c'était que pour faire des bijoux, mais non, ça a des applications industrielles. Et on en a besoin pour l'industrie. Et donc, je le disais, il y a un drame en France, c'est que cet espace maritime, extrêmement riche, extrêmement divers, présent partout sur la planète, je le répète, notre frontière ultramarine, elle est mondiale. Il n'y a pas un seul océan où la France n'est pas. Il n'y a pas une seule façade maritime que la France n'a pas. Cet espace maritime, malheureusement, il est délaissé. Et d'une façon tout à fait criminelle. Ce délaissement, il prend des aspects multiples, qui sont aussi graves les uns que les autres. Il y a d'abord le plus évident, qui est le délaissement du fait des politiques d'austérité. Ça se traduit notamment par la destruction ou l'affaiblissement de certains outils de mesure, d'outils scientifiques, qui sont pourtant de toute première catégorie. Entre 2013 et 2014, le budget de l'IFREMER, qui est notre institut maritime d'excellence le plus connu, de renommée mondiale. Grâce à cet institut, nous sommes en avance dans un nombre de domaines considérables. On désinforme les Français en leur disant qu'ils ne savent plus rien faire tout seuls, qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne sont plus capables, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de faire le monde. Mais pourtant, nous sommes les leaders mondiaux dans la conception de sous-marins de recherche. Nous sommes les leaders mondiaux aussi, toujours en concurrence généralement avec les États-Unis, dans la conception d'outils de mesure, comme des sonars par exemple, ou même dans les outils de géologie sous-marine. Et donc voilà, on baisse de façon criminelle les budgets de ces instituts qui nous permettent de conserver une avance technologique que nous avons mis des décennies à construire, auquel tous les Français vont contribuer. C'est un héritage que nous ne devons absolument pas perdre. Et l'austérité, elle frappe aussi d'une façon qui cette fois me touche particulièrement parce que elle frappe des territoires qui sont habités par des Français, que l'on a tendance, hélas, à oublier aujourd'hui dans le magma politique des primaires des uns et
galipette des autres, qui sont les Outre-mer, qui sont toujours, hélas, la variable d'ajustement de la politique française, y compris de la politique budgétaire, alors que nos Outre-mer sont des atouts remarquables. Il faut savoir que 97% de nos zones économiques exclusives se trouvent dans les Outre-mer. Et qu'actuellement, elles sont victimes d'un total désintérêt, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et de plus en plus, et je crois que tous les militants du mouvement national doivent le déplorer, on essaye de construire une barrière entre nos compatriotes d'outre-mer et nos compatriotes métropolitains. Et je veux l'affirmer ici avec la plus grande force, ce sont des Français à 100%, comme vous et moi. Certains ont même été Français avant ceux qu'on considère Français. Il faut savoir que la plupart des territoires que vous avez sous les yeux ont été Français avant Nice, avant la Savoie. Il ne viendrait pourtant à l'idée de personne de dire que les Niçois ou les Savoyards ne sont pas Français. Ils sont oubliés, ils sont sacrifiés sur l'autel du mondialisme. Je vous en donnerai un exemple très simple. Il y a actuellement un véritable scandale que le collectif Mer et Francophonie a dénoncé, et qu'il continuera de dénoncer d'ailleurs dans les jours prochains, qui est la libéralisation du marché du sucre en Europe. Ce qui risque de mettre en concurrence nos sucriers ultramarins, qui seront tout à fait incapables de résister à la baisse des prix que ça va entraîner. La libéralisation du marché du sucre, c'est une chute des prix de 30%. C'est évidemment insupportable pour des entreprises qui ont déjà été fragilisées et qui ont déjà fait de gros efforts de restructuration. C'est 40 000 emplois dans nos territoires d'outre-mer qui vont disparaître. Rapporté à la métropole, c'est comme si nous perdions 3 millions d'emplois. 40 000 emplois dans les outre-mer, c'est comme si en métropole nous perdions 3 millions d'emplois. Est-ce que si aujourd'hui à la télévision on vous disait qu'une filière entière va disparaître et que ça va entraîner la disparition de 3 millions d'emplois, vous pensez que ça ne ferait pas la une de tous les médias? Moi je pense que si. Ça, c'est pour le délaissement par l'austérité. Il y en a aussi un autre qui est tout aussi criminel, à vrai dire, qui est l'absence d'une stratégie globale, l'absence d'une stratégie ultramarine vis-à-vis de ce formidable domaine que nous possédons, cette frontière ultramarine, il faut encore le répéter, qui est mondiale et qui nous apporte une richesse extraordinaire. Eh bien, il n'y a pas de plan pour savoir ce qu'on va faire de cette fantastique richesse qui est là. Nous sommes comme un dragon endormi qui dort sous un tas d'or sans même en avoir conscience. D'abord parce que nous ne savons pas que nous sommes sur un tas d'or, puisqu'il n'y a actuellement aucune cartographie précise des ressources de notre domaine maritime. Gouverner, c'est prévoir. Les gouvernants ne prévoient pas. Ils ne font pas d'inventaire. Ils ne cartographient pas. Ils ne définissent pas un horizon au-delà de l'expiration de leur mandat et de leur réélection. Parce qu'évidemment, ce dont je vous parle là, c'est une stratégie à 20 ans, à 30 ans, même à 50 ans. C'est voir loin, c'est voir clair, c'est voir juste. C'est ce qu'on attend des gouvernants. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Je parlais des terres rares tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a aucune politique stratégique définie par l'État pour l'exploitation des terres rares, qu'on appelle aussi des métaux critiques. Nous continuons de fonctionner sur un décret qui date de 1959 pour définir quelles sont nos ressources stratégiques. 69, pardon. 69. On est en 2016. Nos adversaires nous le répètent suffisamment, mais visiblement ils n'en ont pas conscience. Le monde a effectivement changé. C'est eux qui sont figés dans le passé. Et ça crée des fois des conflits terribles. C'est-à-dire que les ressources stratégiques, ça ne se définit pas par décret. Même si une loi ne le dit pas, les terres rares resteront des métaux stratégiques dans les faits. Mais non, l'État, le gouvernement socialiste actuellement en vigueur, comme le gouvernement sarkozyste qui l'a précédé, s'en fiche. Il préfère rater le coche. Comme ce qui est le cas de la politique française à peu près depuis 40 ans.
et ce qui résulte d'une catastrophe vraiment d'ampleur nationale, et j'insiste là-dessus parce que les Français doivent en prendre conscience, et vous pouvez, chacun d'entre vous, être le canal de cette prise de conscience. Cette avance formidable que nous avons, nous risquons de la perdre. Nous risquons de la perdre d'une façon absurde, en fait. Ça en serait presque drôle si ce n'était pas un pan entier du pays qui allait disparaître. Alors, je pense qu'après ce tableau un peu cataclysmique que je viens de vous faire, vous allez vous dire, mais que faire? Comment on peut inverser cette tendance, une tendance si délétère? Mais c'est très simple, et ça se résume en 3 mots. Rétablir notre souveraineté. Voilà ce qu'il faut faire si nous ne voulons pas rater le coche de la maritimisation. Voilà ce que nous devons faire si nous voulons que ce fantastique domaine maritime, cette frontière ultramarine, voilà ce que nous devons faire si nous voulons qu'enfin elle soit utilisée dans une politique qui prend en compte les intérêts nationaux. Et, ma foi, les mesures qu'il faudrait prendre ne sont pas si compliquées que ça. D'abord, je crois que la première serait non seulement politique, mais ce serait aussi une mesure de respect à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer. Ce serait de dire à l'Union européenne que nos territoires d'outre-mer ne sont pas des régions ultra-périphériques. Non. C'est la France, tout simplement. C'est un territoire français. Il faut dire à l'Union européenne que ces territoires ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à la France. Et que ce n'est pas à elle de décider de la politique qui va être menée dans ces territoires. Une politique méphitique, comme je vous le montrais avec l'exemple du sucre. Mais il faut aussi aller dans le concret. Il faut sortir du symbolique. Il faut préserver les moyens de notre marine nationale. Et j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. On ne se rend pas compte, mais la marine nationale et l'industrie de la marine militaire, il ne s'agit pas juste de construire des canons pour faire joujou sur l'eau. Non, c'est pas ça du tout. C'est des centres de recherche. C'est de la science. Ce sont des savoir-faire qui se transmettent difficilement, mais qui se perdent très vite. Le club des pays qui peuvent construire des sous-marins et des porte-avions dans le monde, il est très restreint. Il n'y en a que 3. Les États-Unis, la Russie et la France. Il y a 30 ans, l'Angleterre a perdu le savoir-faire nécessaire pour construire des porte-avions seuls. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour ceux qui ont fait un peu d'histoire et qui ont un peu le recul historique? L'Angleterre, cette grande nation maritime, dont la flotte plusieurs fois s'est illustrée, y compris parfois à nos dépens, et même surtout à nos dépens, hélas. Cette nation ne fait plus partie des plus grandes marines du monde parce qu'elle a perdu un savoir-faire en l'espace de 30 ans. À l'échelle de l'histoire, 30 ans, c'est rien. À l'échelle de l'histoire, 30 ans, c'est demain. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 1 an et demi, la France n'aura pas de porte-avions parce que le Charles de Gaulle sera en maintenance? Et que nous n'en avons pas un deuxième, ni un troisième, ce qui serait la capacité optimum pour la marine française. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des marins qui devraient être à 5, voire 6 endroits en même temps pour faire régner l'ordre sur le domaine maritime français? Qu'ils en soient absolument incapables parce qu'il y a actuellement ce qu'on appelle une rupture capacitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de navires pour tous les théâtres d'opération. La Russie a augmenté le budget de sa marine de 70%. La Chine a augmenté le budget de sa marine de 80%. Dans le même temps, la France a baissé le budget de sa marine de 0,4%. Je vous laisse apprécier les ordres de grandeur. Je pense qu'ils sont très révélateurs. Ça n'a pas l'air comme ça, mais mettre en valeur le domaine ultramarin de la France, c'est aussi affirmer les droits de la France. Je parlais des contentieux territoriaux avec la Chine tout à l'heure, mais ne croyez pas que la France échappe à ce phénomène. Nous avons des contentieux territoriaux avec les Comores pour Mayotte, avec Madagascar pour les îles Éparses, et quelques autres.
on se défend tant bien que mal. Par des accords un peu bidons, de souveraineté partagée, on brade des pans entiers de notre pays. On brade des pans entiers de notre souveraineté. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est pas l'Union européenne. Ce sont nos gouvernants, tout seuls, comme des grands, qui, pour ne pas froisser les Comores, grande puissance mondiale, comme chacun sait, vont faire des accords pour abandonner des pans de notre territoire, ou en tout cas refusent de les défendre, ou les défendent si peu que ça en est presque ridicule. Je terminerai en disant que la maritimisation, comme la mondialisation d'ailleurs, c'est une opportunité à saisir. Si nous voulons y entrer de plein pied, il va falloir nous en donner les moyens. Vous imaginez bien, après la conférence que je viens de faire, que les gouvernants actuels ne nous en donnent pas les moyens. Que c'est totalement ignoré par le reste de nos compatriotes. Parce qu'évidemment, on ne va pas vous dire qu'on est en train de brader la France. Il y a trop d'indemnités parlementaires en jeu. Mais à partir de ce soir, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Et je fais appel à votre fibre militante, et même au-delà de ça, en fait, à votre fibre de français, à votre fibre morale. À partir de ce soir, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Et donc, vous devez en quelque sorte sortir du Cénacle, aller porter la bonne parole. Dire, mais informez vos concitoyens, informez vos voisins, informez votre famille. Dites-leur, mais voilà, c'est votre pays aussi. C'est pas le patrimoine de Gwenaëlle Blanchot qui est en train de disparaître. C'est le patrimoine de tous les Français, des 65 millions de Français qui est en train de disparaître. À partir de ce soir, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Et donc, je pense que vous saurez quoi faire. Je vous remercie. S'il y a des questions... Oui, Cyril? Oui, une question sur la considération de l'outre-mer. Tu parlais tout à l'heure sur métropole, effectivement, on a parfois un peu de mépris ou d'indifférence pour ces territoires. Est-ce que tu ne penses pas aussi que réciproquement, il y a parfois dans ces territoires, j'ai envie de dire, une animosité à l'égard des métropolitains français? Je pense à des gens comme Christiane Taubira et Lido Mota, qui sont indépendantistes, et pour certains même parfois un peu anti-français. Alors je pense qu'il faut un peu expliquer les deux personnes que tu viens de citer. Alors Christiane Taubira, je ne la présente pas, et Lido Mota est un leader syndicaliste guadeloupéen, férocement indépendantiste et si je ne me trompe pas, très très lié au Parti communiste. Je crois qu'en vous ayant fait la présentation de ce monsieur, vous comprenez parfaitement pourquoi il est indépendant. Le Parti communiste a toujours été un parti traître à sa patrie, ça n'a pas changé. Je pense que ce mépris que tu dis réciproque, en fait, quelque part, bon, faut pas dire que ça n'existe pas, je pense que ce serait se voiler la réalité. Il y a une partie de la population ultramarine qui, effectivement, a une certaine rancœur vis-à-vis de la métropole. Tu vois, par exemple, la Martinique, tu as le problème des béquets, c'est mal vécu. Oui, mais alors, le problème des béquets, ça n'a rien à voir. Le problème des béquets, pour le coup, c'est une survivance d'une société d'il y a quelques siècles qui, effectivement, pose des problèmes. Parce que les béquets ne sont pas, si j'ose dire, tout blancs, et participent grandement à la paralysie économique de ces territoires aussi. Mais pour en revenir au problème que tu soulèves, qui est celui de la défiance qu'il y aurait entre les territoires, c'est un vrai problème, je ne vais pas chercher à esquiver la question. Je pense que si une personne te met des claques tous les jours pendant 10 ans, tu ne vas pas forcément l'apprécier. Et là, c'est un peu ce que les gouvernements ont fait avec l'outre-mer. Parce qu'ils sont dans un autre calcul. Il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Nos gouvernants actuels, ils sont dans des œillères continentales. Voilà. On jure que par l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Donc forcément, vous pensez bien que la Polynésie française ou Wallis et Futuna, quand on pense couple franco-allemand, bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, ça joue à la marge. Ces gens-là ne sont pas des souverainistes comme les gens dans cette salle. Moi j'ai le souverainisme chevillé
au cœur et à l'esprit, et je veux que mon pays puisse décider de son destin sans être l'esclave de l'Union européenne. Et mon but, c'est aussi, et le but du collectif Mère et Francophonie d'ailleurs, c'est de proposer une alternative à ça. Le délaissement et la rancœur qui naît du délaissement, la proposition qu'on en fait, c'est tout simplement d'arrêter de délaisser ces gens. Je veux dire, quand on s'occupe, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Si on démontre à ces gens, par une volonté politique, qu'on les considère pleinement comme des Français, pas comme des sous-citoyens, qu'on n'en a pas rien à fiche que toute la filière du sucre disparaisse, qu'on n'en a pas rien à fiche que leurs économies soient complètement paralysées parce que personne ne s'en occupe. Je pense que l'indépendantisme disparaîtra de lui-même. Oui, Gilles. Alors, en préambule, sur les Comores, c'est peut-être pas une puissance mondiale, mais peut-être une puissance électorale importante. Après, ma question, c'est sur le statut des Outre-mer. Quelle est la position du COMES parce que je m'interroge sur justement quel statut pour les Outre-mer, parce qu'il y en a des dizaines, enfin pas des dizaines, mais ouais, il y a presque un statut pour chaque collectivité. Et voilà. Alors, honnêtement, on n'a pas de ligne arrêtée encore sur ce sujet pour une question très simple, pour une raison très simple. C'est que c'est un problème qui demanderait des mois de travail avant d'arriver à quelque chose. Cela dit, sur le terrain en fait aussi. C'est ça, voilà. Il faut avoir été sur le terrain, il faut constater, comme tu le dis très bien, il y a des dizaines de modèles. Il ne faut pas croire que le modèle de Mayotte, c'est-à-dire la départementalisation, est applicable partout. Il y a des spécificités à ces sociétés ultramarines, c'est évident, il ne faut pas les nier. Donc, il n'y a pas de ligne arrêtée sur la question. Je pense qu'on ne bâtit pas de politique en dehors des réalités. Il faut déjà constater quelle est la réalité de ces statuts sur place, comment aussi ça fonctionne, comment les sociétés fonctionnent, et ensuite, on pourra voir ce qui est possible de faire. Oui. J'ai une question en ce qui concerne les ressources. Effectivement, j'ai entendu parler des droits de pêche qui sont attenants aux ZEE, à Saint-Pierre-Miquelon par exemple, avec les Terre-Neuve. Enfin, ça a été très historique Oui. quand même. Oui, je confirme. Tu parles d'argent, tu parles de terrain, effectivement. On parle éventuellement aussi de gaz ou de pétrole, mais est-ce que tu as une estimation de la rentabilité, enfin, est-ce que c'est économiquement viable d'aller les chercher à l'heure actuelle? Alors, est-ce qu'il y a une estimation qui existe? Oui. Le problème, c'est que ça ne se pose pas tout à fait en ces termes-là, en fait. Si on se mettait à les exploiter maintenant, ce ne serait pas rentable. Pour une raison très simple, qui est une raison technique. C'est-à-dire qu'on ne possède pas la technologie nécessaire pour faire des forages ou pour mettre en place des systèmes d'exploitation qui actuellement sont viables. Le problème, c'est que toutes les puissances du monde investissent massivement dans la recherche dans ce type de technologie pour qu'un jour ça le devienne. Parce que je finis juste sur... on se rend pas compte de la quantité de métaux exploitables sous la mer. Les chiffres que j'avais vus sur la question disent que, en gros, si vous prenez tout l'or qu'on a extrait jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on puisse remonter, toutes les quantités d'or qu'on a extraites et qu'on continue d'extraire, ça ne représenterait qu'1% de ce qui est disponible dans les zones très profondes. 1%, c'est ridicule. On a le deuxième domaine maritime mondial. Imagine qu'on ait même ne serait-ce que 10% de ce qui se trouve sous la mer. Je suis pas certain que le deuxième ZEE fasse 10% des Non, mais mettons 5%. Si tout l'or que tu as exploité, que tu as extrait pendant l'histoire, c'est que 1% de ce qui se trouve sous la mer, c'est des masses dont on n'a pas conscience, en fait. Je conçois parfaitement, et d'ailleurs ça fait courir le risque d'une baisse du cours de l'or, mais c'est une autre question. Est-ce que tu sais si, par exemple, enfin je pense plutôt aux terres rares, parce que d'un point de vue industriel, l'or c'est intéressant parce que ça rapporte des devises, parce que machin, c'est en eau profonde ou pas?
C'est la première remarque. Et deuxième remarque, De quoi? Quelles ressources? principalement, enfin toutes, si tu as des connaissances sur... Ça dépend. Ça peut être en eau profonde, comme ça peut ne pas spécialement être en eau profonde. Regarde, quand on fait des plateformes pétrolières offshore, c'est en eau relativement profonde, mais on peut aller plus profond que ça encore. Et deuxième remarque, on a encore, à l'heure actuelle, un leader mondial dans la prospection pétrolière, c'est CGB, qui fait enfin, il y a plusieurs techniques, mais il cherche à savoir quelle est la composition des fonds marins. Et Oui. il loue ses bateaux à analyseurs aux pétrolières, machin. Est-ce que tu sais s'il y a eu une demande déjà de la part d'État français d'aller prospecter dans ces zones? Enfin, je sais pas si c'est le meilleur. Alors pour ça, il faut que je fasse encore une parenthèse de droit maritime. Tu as deux types de statuts pour les eaux dans le monde, pour les eaux maritimes dans le monde. Soit elles sont en zone économique exclusive, soit elles appartiennent à l'autorité maritime qui dépend de l'ONU, les eaux internationales en fait. L'État français a commencé à déposer des demandes derrière la Chine, et une fois que la Chine et la Russie en ont fait, dans les eaux internationales. Mais sur le domaine maritime français, ils n'ont même pas commencé à cartographier. J'ajoute d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, un petit chiffre comme ça, 70% des fonds marins à l'échelle du monde sont encore inexplorés. Donc on ne connaît rien encore. On n'a même pas de données suffisantes, ne serait-ce que pour avoir une estimation réelle du potentiel que ça représente. Et à chaque fois qu'on fait de nouvelles découvertes, on se rend compte que ça dépasse toutes les espérances qu'on pensait. Que la mer est une richesse... on parle des métaux, mais je vous renvoie tous à un article qui est disponible sur le site du collectif Mer et Francophonie, qui s'appelle « Pour de nouvelles grandes découvertes », dans lesquelles on détaille le potentiel, en termes économiques, en termes médicaux aussi, que pourraient représenter les fonds marins. On ne se rend pas compte, mais c'est absolument considérable. Dans la médecine, par exemple... L'hiver, pour le sang? Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi les requins, par exemple. Les requins, c'est le seul animal qu'on connaisse qui est immunisé contre le cancer. Et actuellement, on suppose que c'est dû à une substance chimique qui est sécrétée par le foie du requin. Tu vois, comme moi, les ADE françaises, je pense qu'il y a des eaux dans lesquelles il y a des requins, tu vois. Donc c'est parfaitement envisageable, et d'ailleurs ça se fait déjà, faire de la recherche sur les requins pour trouver un moyen de guérir le cancer. Quand on vous dit que la maritimisation, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on est en train de rater le coche, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que si ça se trouve, imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir, qu'on lance une véritable politique raisonnable d'exploitation de notre domaine maritime, la France pourra parfaitement trouver un moyen de guérir le sida ou le cancer. On est sur des enjeux de cette nature-là, en fait. C'est-à-dire, ça n'est pas neutre, ça n'est pas rien. C'est considérable. Notre domaine maritime, c'est peut-être ce qui fera que le 21e siècle sera français, peut-être. Oh, je suis prêche à convertir. Et actuellement, hélas, je le déplore, on est à la traîne. Ou en tout cas, on est en train d'être à la traîne. Parce qu'on avait déjà une avance considérable depuis les années 70-80. Et là, actuellement, il ne faut pas s'imaginer que les autres restent en se tournant les pouces. Hein. Ce que je vous dis là, les gouvernements chinois, les gouvernements russes, les gouvernements américains l'ont déjà parfaitement intégré dans leur politique. La France n'est pas dans une bulle isolée du reste du monde. Et si nous, on n'arrive pas à saisir certaines opportunités, il ne faut pas croire que le reste du monde va attendre qu'on les saisisse. Hein. Ils vont les saisir à notre place. Je suis entièrement d'accord. Oui. Juste une autre remarque, c'est en ce qui concerne la stratégie de la Chine sur les terres rares, qui a été c'est un cas d'école classique, mais sublime de leur part. Ça a été une stratégie qui a été définie préalablement, mais dès les années 80-90, avec Deng Xiaoping. C'était le code 864. Ils ont dit, c'était en 3 phases. Première phase, on a 40% des réserves mondiales. Terrestres. On va les vendre à bas coût. Et avec une qualité on met des gens à travailler là-dedans, ils n'ont pas de masque, c'est dégueulasse. On sacrifie notre population et on vend à bas prix. Ça fait un apport de devises. On fait du dumping. On fait du dumping et on casse toute la concurrence, ce qui fait qu'ils sont maintenant à 80%.
Et ensuite, tu récupères les billes. Ensuite, deuxième phase, on commence à remonter la filière. Donc on commence à imposer à ce que les gens, enfin les industriels imposent, construisent les produits chez eux, donc augmentation de la capacité technologique au fur et à mesure. Exactement. Et maintenant, troisième phase, on s'en sert comme outil politique, géostratégique, pour faire pression. en disant au Japon, ah, les îles Shankaku, tu penses que c'est à toi? Moi je pense que pour ton industrie, tu as besoin de terres rares. Ouais, bah je crois que je vais pas t'en donner. Oui, voilà. Il y a eu 3 phases, ça a été défini dans les années 80-90. De mémoire, c'était le protocole 864, c'était écrit noir sur blanc, et c'est un cas d'école. On peut leur reprocher, on peut le pouvoir. Enfin, c'est cynique, c'est calculateur. Non, mais c'est un plan. Super, c'est super. Mais tu corrobores ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un plan sur 30-40 ans. Voilà, sur 30-40 ans, on acquiert un moyen de pression à l'échelle mondiale, et puis on tient tout le monde. Voilà. Ben oui, parce que hélas, je suis le premier à le déplorer, mais les iPhones, ça se vend. Donc il y a des consommateurs. Et donc, si Kevin et Miranda n'ont pas leur nouvel iPhone pour Noël, Qu'est-ce qu'on fait? ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire? La révolution. Ah, mais c'est les préoccupations du français contemporain. Hein. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais il faut en tenir compte dans notre politique. Donc il y a un moyen de pression. Quand je parlais tout à l'heure, on parle du Japon, mais de Fukushima, le blocage des usines françaises parce qu'il y a eu un tsunami et que les flux maritimes sont perturbés, voilà, c'est très con. Enfin, c'était les usines qui étaient cassées, hein. C'était pas qu'il y avait plus possibilité de faire passer les bateaux. Il me semble pas en tout cas. Bah, Les usines si, parce étaient que t'as des destructions de navires quand même, dans la foulée. Et t'as aussi des usines cassées, je suis bien d'accord. C'est les usines qui étaient cassées, les bateaux et... Justement, dans la même veine, tu as beaucoup parlé de stratégie maritime, que ce soit celle de la France, de la Chine, des États-Unis. Concrètement, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on aurait, par exemple, en France, comme grande stratégie maritime, en dehors des ressources que tu as un peu plus évoquées? Déjà, ça a été l'objet de ma troisième partie, il faut utiliser ce domaine maritime qu'on a là. C'est ça, ce sont nos points d'appui. Mais par exemple, pour notre flotte, je vais te donner un exemple très simple. En 1815, quand il y a eu le traité de Vienne, l'Angleterre n'a demandé aucune possession continentale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une carte du monde, puis ils ont pris une petite île par-ci, une petite île là, puis un îlot très peu connu qui s'appelle Sainte-Hélène. Et puis ils se sont dit, c'est très bien, on va y installer des ports, et puis on va mettre des bateaux là. Parce que comme ça, on va sécuriser notre commerce. C'est pas con de sécuriser son commerce. Surtout quand il y a des pirates, en particulier dans l'océan Indien. Si tu regardes, hein, on a des îles là dans l'océan Indien, on a des choses. Hein. Puis, c'est pas mal non plus parce que ça nous donne une capacité de projection, c'est-à-dire d'envoyer des hommes d'un bout à l'autre de la planète. C'est des choses très simples qui sont... Il n'y a pas besoin d'être un grand stratège ou d'avoir 190 de QI, c'est des choses concrètes, simples. Voilà. Utiliser les outre-mer, arrêter de considérer que c'est des poubelles. Rien que ça, déjà, c'est une stratégie maritime. Et du coup, pour ce qui est des grandes voies maritimes, est-ce qu'on est positionné plus ou moins proche ou pas actuellement? Mais on a des possessions sur toutes les grandes voies maritimes. Tu regardes les Z2, hein, il y en a partout. Il y en a partout. Sur toutes les grandes voies commerciales maritimes, la France est présente. Oui. Deux questions. La Guyane, est-ce que tu sais si, entre guillemets, la base spatiale de Kourou est toujours, entre guillemets, en activité, s'il y a des projets sur Kourou, SES ou autre, parce que ça fait longtemps qu'on en a plus parlé. Savoir la Terre Adélie, est-ce qu'il y a toujours, entre guillemets, des projets scientifiques, ou alors est-ce que c'est un territoire abandonné? Ah, tu parles des terres australes françaises. Alors écoute, c'est compliqué. Alors, Ça appartient pas à la France. c'est l'Antarctique, le Terre Adélie. alors, c'est compliqué. Il y a des disputes à ce sujet, justement, au niveau du traité sur le partage des terres antarctiques. J'ai peu travaillé le sujet. Le peu que j'en ai travaillé montre qu'il y a, c'est pas une surprise, il y a une faiblesse du gouvernement français dans cette affaire. C'est-à-dire que la tendance, et l'information est à prendre au conditionnel, hein, la tendance serait à abandonner la Terre Adélie. Mais à qui? Ah bah celui qui la prendra, Que ce soit les États-Unis, la Chine? c'est probablement ça. Probablement. Et l'abandonner ou la vendre? Non, l'abandonner. L'abandonner, puisque en fait, c'est comme dans beaucoup de discussions internationales, ça se fait par ronde. C'est-à-dire que à une certaine durée, les dirigeants du monde se rencontrent et disent bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça? À propos du partage de l'Antarctique,
je crois que c'est dans pas très longtemps d'ailleurs, il va y avoir un nouveau round de négociations et d'après ce qui se dit, ça sent pas très bon pour la France dans ce dossier par simple faiblesse du gouvernement français. Et en soi, tu penses que c'est grave ou pas? Alors je pense que c'est extrêmement grave. Je pense que c'est une affaire d'État, c'est un scandale. Parce que notre présence en Antarctique, d'abord, c'est, comme tu l'as dit, c'est pour des raisons scientifiques qu'on est là-bas, ce qui fait qu'on perd un potentiel de recherche considérable. Et quand tous nos gouvernants arrivent en disant oui, mais l'innovation, l'économie de la recherche, de l'intelligence, etc., ben, on abandonne la Terre à Delhi, où on est en train de voir pour l'abandonner. Bon, c'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et puis, c'est aussi, c'est idiot, mais c'est aussi prestigieux. La France est présente pour faire des recherches en Antarctique. Tout le monde ne peut pas faire ça. Les Comores ne peuvent pas faire ça. On remarque par rapport à Ariane, à Kourou, ça Ah fonctionne. oui, là, je connais pas le sujet. D'ailleurs, on a la chance. On a... Hein? Non, mais. Non, notre lanceur est un des meilleurs et c'est celui qui a fait le plus grand nombre de lancers sans faute. Et en fait, ça rassure énormément les personnes qui veulent lancer des satellites, parce qu'un satellite coûte très cher, plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Et le nombre de fois où on a lancé Ariane sans dégâts est incomparable par rapport aux Soyuz, par rapport aux trucs privés qu'ont fait les Américains. Et du coup, même de mémoire, le coût de lancer est un peu plus élevé, mais en fait, le prix d'assurance est. Enfin voilà. Donc tu y gagnes. Et de mémoire, là on est à Ariane 5 et Hollande avec Merkel a eu la bonne idée de vouloir lancer Ariane 6 pour avoir un lanceur plus gros, plus machin. Voilà. De mémoire, c'est ça. Oui. J'ai une question. Est-ce que votre collectif s'intéresse à tout ce qui est portuaire? Là, je parle vraiment en métropole. On est en train de travailler sur le sujet. Parce que ma question, c'était à l'heure de la mondialisation, comment faire que ce soit les ports étrangers qui soient en Europe, hein, par rapport à la mer du Nord, concurrence nos ports français, et on sait que l'approvisionnement passe par Anvers, etc., alors qu'on a des très bons ports. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors effectivement, c'est une question que j'aurais pu évoquer dans cette conférence, mais on est tenu par le temps. C'est vrai qu'on possède parmi les meilleurs ports du monde en termes de capacité d'accueil des navires, c'est-à-dire qu'on est parmi les seuls ports du monde à pouvoir accueillir le plus gros type de navires actuellement sur le marché. C'est un peu triste à dire, mais les syndicats, et en particulier la CGT, ont un rôle vraiment délétère dans cette affaire. C'est-à-dire que ils font le coup de poing tout le temps, ils sont en grève tout le temps, donc c'est extrêmement difficile pour un armateur de savoir si la marchandise va pouvoir être débarquée ou pas sur le sol. Et au final, ça leur coûte plus cher de faire, par exemple, Alger-Marseille, que de faire Alger-Anvers, et donc de remonter toute la façade atlantique de l'Espagne et de la France pour aller débarquer à Anvers. Ouais. Donc c'est compliqué. C'est le problème des dockers. Exactement. On s'est tiré une balle, excuse-moi d'intervenir trop souvent. On s'est tiré une balle dans le pied à cause de ça. À Marseille, le port de Marseille est un des. C'est un des meilleurs du monde. C'était, alors j'ai envie de dire, c'était là où il y avait le plus en gros termes débit. d'installation, c'est toujours un des meilleurs. Il y avait il fut une époque, il y a 20 ans même plus, c'était là où il y avait le plus gros débit. Et à force de se prendre des grèves, les armateurs ont dit on en a marre. Et la contenance, le volume a diminué. Mais... De façon catastrophique. Ouais. Alors après, on a aussi d'autres grands ports en France, comme Nantes et Bordeaux. Là, c'est plus compliqué, je ne connais pas suffisamment la question pour pouvoir répondre sur Nantes et Bordeaux. Mais en termes d'installation, Nantes et Bordeaux sont aussi parmi les tout premiers du monde. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que actuellement, on est dans une phase où l'essentiel, les deux grandes puissances entre guillemets qui s'opposent actuellement sont les États-Unis et la Chine. Donc il y a une suractivité dans le Pacifique. Mais il ne faut pas croire que l'Atlantique va rester très longtemps en retrait. Tous les analystes s'accordent à dire que la façade atlantique est toujours stratégique et qu'elle va tendre à devenir de plus en plus importante. Donc c'est peut-être ce qui explique une certaine faiblesse de nos ports sur la façade atlantique. Mais à mon avis, voilà. C'est-à-dire que si on a des entreprises chinoises qui viennent prendre des participations dans nos ports et dans nos aéroports, c'est que, encore une fois, ils ne sont pas idiots. Et comme le disait Thibaut, ils savent très bien faire des plans à 30 ou 40 ans, ce qui n'est pas notre cas, hélas, je le regrette.
Et ne croyons pas que l'Atlantique est mort et enterré, loin de là. J'élargis un peu la francophonie pour en revenir sur l'indépendantisme. Il y a quand même un indépendantisme qu'on soutient, c'est celui du Québec, non? France, Nouvelle-France, voix grand. Je ne ferai pas de commentaires sur mon appréciation. Je te dirais juste, alors, c'est une parenthèse parce que c'est pas vraiment le sujet ce soir, Non, je sais, mais je vais quand même te répondre. Oui, on a des relations privilégiées avec le Québec. Voilà, bon, il y a eu un petit intermède au 19e siècle où les ponts ont été un peu coupés suite à la Révolution. Je dis ça, je dis rien. Mais, bon, pas que depuis Vive le Québec libre, mais depuis le 20e siècle et les guerres mondiales n'y ont pas peu contribué. On a recouvré un lien avec le Québec. Et je pense que de toute façon, on sera amené de plus en plus, et nous, au collectif Mère et Francophonie, on le souhaite et on le promeut, on sera amené de toute façon à avoir des liens, surtout entre souverainistes, de plus en plus étroits, et on verra bien ce que ça donne. Peut-être Lou, si tu veux répondre un peu sur cette question, parce que tu connais très bien le sujet. Non, mais il y a une réponse simple, en fait, ils sont 9 millions aujourd'hui. Voilà, dans un pays qui est peuplé par 30 millions qui s'est d'habitants. construite à travers le temps, qui s'est autonomisé, qui s'est émancipé aussi. Et surtout, il ne faudrait pas croire qu'à l'échelle du Canada, le Québec, c'est rien du tout. C'est au contraire, c'est la masse du Canada. 30 millions d'habitants et le Québec, c'est un tiers. Voilà. Sur 10 provinces. Une grande puissance économique. Ouais, mais est-ce que c'est que des Québécois ou Non, parce que non. c'est des anglophones qui sont. Ouais, c'est le problème aussi. Oui, On va prendre le français. Oui, mais alors là-dessus, non mais là-dessus, il faut être. Majoritairement francophone. C'est majoritairement la langue francophone. officielle du Québec, de la province, c'est seulement français. Et il faut dire que le français, bien qu'il soit attaqué très durement au Québec, résiste beaucoup et résiste très bien. Il est mieux qu'en France. Mieux que nous, même. Et même les chiffres. Oui, absolument. Et d'ailleurs, les Québécois qui viennent en France sont extrêmement choqués de voir à quel point les Français sont peu américanisés, mais aussi peu enclins à défendre leur langue. C'est-à-dire que quand vous voyez, nous au collectif Mère et Francophonie, notre première campagne, c'était en France on parle français, et on avait vu des affiches un peu dans Paris où les affiches étaient complètement en anglais. Ça choque beaucoup les Québécois. Les Québécois sont très choqués par ça, à juste titre d'ailleurs. c'est ce que disait le philosophe Michel Serres. Oui, c'est ça, c'est les collabos. Voilà. Aujourd'hui que les chiens allemands pendant la guerre. Oui. Et il fustigeait les collabos de La pub et du fric. En parlant d'une personne qui nous est très chère et qui s'appelle Jacques Séguéla. Chaco, si tu nous entends. C'est ça. D'autres questions? En tout cas, envoyez-moi les Québécois, je leur parlerai volontiers français. Donc croyez-moi, croyez-en mon expérience. Il n'y a plus d'autres questions dans la salle, dans l'assistance? Bah, je vais laisser les maîtres de cérémonie reprendre leur droit. Bravo! Bravo à toi. Bon, bah, il y a un petit apéritif, normalement.